En 2004, je commençais justement les Coupes du Monde et j'étais top 20, Mmh. à peu près par là, top 25 en Coupe du Monde. Et de là, championnat du monde au G. Et mec, le choc monumental. Nous, on faisait des courses, des Coupes du Monde, des Coupes de France où il y avait personne qui nous regardait. Et là, on arrive au championnat du monde au G et mec, on était des rockstars, mec. C'était fou. Il y avait genre 50 000 personnes sur le bord de la piste. Mmh. Ça hurlait, c'était un truc de fou. C'était vraiment une expérience folle. J'étais là. Ah ouais, hein? Bah ouais, je disais à Loïc hier, parce que lui, il était pareil, il était là, mais je disais Ouais. à Loïc, moi j'étais à 2 mètres de là où Steve Pitt est tombé. Oh putain. Donc autant te dire que les hurlements Ah oui. des uns et des autres, c'était fou. Ah, c'était fou. Et, C'était dingue. et donc j'ai revu une photo Ouais. où toi et Julien Camellini vous portez Fab Pas bien. Ouais, Barrel. ouais, Ouais. ouais. Alors, est-ce que tu peux nous raconter justement ce week-end, cette course, qu'est-ce qui s'est passé et comment tu l'as vécu? Ben, donc du coup, on arrive là-bas et en fait, je me souviens que donc c'était prévu qu'il y ait vraiment un nombre de spectateurs monumental. Et en fait, on s'était vraiment préparé pour ça, hein. Tout le monde nous disait, vous allez rouler avec le maillot d'équipe de France et les gens vont être fous, quoi. Ça va être fou. Donc du coup, on était prêt mentalement pour ça. Et je me souviens d'être au départ. Et Karim Amour avait déjà fait sa manche. Je crois qu'il avait foiré ses qualifs ou un truc comme ça. Il avait déjà fait sa manche. Et je me souviens qu'il avait pris le talkie-walkie en bas. Et il nous a dit à tout le monde, il nous a dit, les gars, préparez-vous vraiment à vivre un truc exceptionnel. Vous allez même pas entendre, vous n'allez pas réussir à entendre votre vélo. Il y a du monde partout. Les gens se poussent devant vous. Vous voyez même pas la piste. Il nous a dit, préparez-vous mentalement. Et C'était une du bonne coup, info, ça? bah si, c'était Ouais. vraiment et je me souviens de m'avancer sur la grille de départ. Donc à la base, on n'avait même pas de GoPro, on n'avait rien. Et je me souviens de m'avancer sur la grille de départ. Et les gens, en fait, en bas de la piste, ils voyaient le maillot de l'équipe de France s'avancer. Et mec, le sol, il commençait à vibrer, quoi. C'était dingue. C'était complètement dingue. Donc du coup, je fais ma manche, je fais mon run, j'arrive en bas, je crois que je fais 24. Je suis un peu passé à côté. Tu vois, je suis arrivé en bas, je me suis dit, putain, j'ai pas. C'était tellement intense, en fait, le truc Mhm. à vivre que tu savais pas si tu poussais vraiment ou pas, quoi. Et donc, j'arrive en bas, je fais 24, j'étais un peu déçu. Et en fait, Barrel fait son run, Steve Pitt se crash, Barrel win. Et puis là, c'était de la folie. C'était de la folie. C'était genre un rêve de gosse tu sais, même si moi, c'est pas moi qui ai gagné, c'était un rêve de gosse qui se réalisait pour un de mes très bons amis à l'époque. Et c'était de la folie, quoi. C'était génial. Mhm. C'était génial. Du coup, on l'a porté, on sautait par-dessus les barrières, on le porte, le podium se passe. Et puis, je me souviens, après, il y avait la soirée après. Je crois que la soirée était vraiment partie en vrille complètement. Et je me souviens j'étais avec Fabien, et Fabien était complètement rincé, il était complètement bourré. Et à un moment donné, il était dans un caddie de supermarché. Et on était en haut d'une descente. Et là, je le pousse. Il y avait des gens en bas qui l'ont récupéré et tout, mais Mhm. on était vraiment parti en vrille. On était vraiment parti. Un peu trop d'alcool. Mais bon, en même temps, Et c'était normal. C'était normal. on n'a pas connu ça. C'était vraiment, je pense, c'était la Ouais. première fois qu'on vivait, en fait, ce que la descente est devenue maintenant, en fait, qui est devenue mais méga populaire, où maintenant, sur toutes les Coupes du Monde, il y a un monde de fous sur le bord des pistes. Et en fait, c'était la première fois qu'on vivait ça, en fait. Mhm. C'était énorme. Ouais. Et pour avoir été au Jet en 2022, Ouais. justement, ça m'a rappelé un peu tout Ah, ça, oui, je pense, ouais. avec en plus évidemment le 1, 2, 3 Et oui, oui, oui. qui Ah, était fou, quoi. c'était de la folie. C'est de la Oh là. folie. C'est énorme, quand même. Ouais, ça me met même un peu les larmes aux yeux, tu vois, de me rappeler ça un peu. C'est Mhm. génial, hein. C'est génial. Donc de là, après 2004, 2005 Coupe du Monde, je crois que je fais deuxième ou troisième du championnat de France. Podium en Coupe de France, donc ça marchait bien. Toujours dans je crois dans les 15, 20 en Coupe du Monde. Mon niveau, il s'est amélioré un petit peu. Championnat du monde à Livigno, je crois que je fais 16 au scratch. Et 2006, en fait, tout ça a commencé un peu à se casser la gueule. Mhm. Donc Qu'est-ce là, qui s'est passé? donc du coup, j'étais 2005 chez Lapierre. Et en fin 2005, donc j'avais fait une très belle saison. Et Gilles Lapierre me dit, écoute, Johan, tu débrouilles vraiment bien. On veut vraiment mettre les moyens un peu plus dans le team de DH. Et donc, en fait, il m'a passé un budget. Et il m'a dit, tu prends le pilote que tu veux, un deuxième pilote que tu veux. Tu choisis ton mécano, on te passe un budget. Et en fait, tu gères un petit peu ton truc. Mhm. Et moi, j'avais 19 ans.
Et le deuxième pilote que j'ai pris, c'était Aurélien Jordanengo, qui était Ah, junior et qui ouais. était complètement fou. Et le Et mécano que j'ai talentueux. pris, talentueux, mais qui était complètement fou. Personnellement, il était fou complet. Qui sortait de chez Giant Titan. Il est shorté de chez Giant Titan, qui était vraiment, vraiment, tu sais, un peu une star en Ouais. devenir, quoi. Et mon mécano, j'ai pris mon pote Romain Bovis, Mm. qui était jeune aussi, plus jeune que moi. Et en fait, je me suis retrouvé en fait le seul à avoir le permis de conduire. Donc, je conduisais le van avec les deux zèbres à côté de moi qui ne savaient pas lire une carte, parce qu'à la base, on n'avait pas de GPS, c'était des cartes. Et on partait sur les Coupes du Monde complètement à l'arrache, en l'aventure complète. Moi, je me tapais les heures pour aller jusqu'au Portugal, en Allemagne et tout, pour faire les Coupes du Monde. Puis, on installait la tente, que quasiment je faisais tout Mm. moi. Ouais. Et puis, et en fait, la saison s'est vraiment mal passée, quoi. Mm. On faisait trop la fête. C'était vraiment. En fait, ils m'ont donné trop de confiance et pas forcément de la confiance, mais ils m'ont donné De liberté, peut-être. trop de liberté en Mm. fait. Alors que j'étais pas prêt pour faire ça. Et du coup, c'est parti en vrille. Je me suis retrouvé en fait. Aurélien se fait virer du team parce qu'il roulait avec des marques qui étaient pas les sponsors du team. Donc à un moment donné, Gilles Lapierre, il a dit toi tu dégages. Romain Bovis, mon mécano, il s'est barré en milieu de saison. Donc du coup, je me suis retrouvé tout seul. Et en fin de saison, on était au Rock d'Azur. Et en fait, en gros, Gilles Lapierre, il me dit écoute, Johan, si tu trouves un autre sponsor, vas-y. Sympa. C'est élégant. Il m'a pas mis dehors, mais tu Non, vois, en non, fait, non. en gros, il m'a dit si tu Ouais. peux, si tu trouves quelque chose d'autre, Le sens de la forme de Gilles. tu peux y aller. Qu'on salue. Donc du coup, qu'on salue Gilles. Merci parce que du coup, ça m'a appris plein de choses. Tu m'étonnes. Et donc du coup, de là, 2006, de retour chez Ancelotti Hmm. avec Tabar. Et puis je me suis blessé plusieurs fois, tu sais, des petites blessures un peu à la con. Et ça a pas bien marché. Je faisais des études qui me plaisaient pas trop. J'étais en BTS de maintenance industrielle, ça me plaisait pas. C'était un peu ma crise Mhm. d'adolescence, tu vois. 19 ans, 20 ans, je partais un peu en vrille, quoi. Je faisais la fête beaucoup. Et en 2007, 2007, j'ai signé un grand ras-le-bol et j'ai décidé d'arrêter la compète, d'arrêter mes études. J'ai foiré mon BTS et je me suis barré en Australie. Sans vélo, sans rien. Je me suis dit, tu sais quoi, j'ai besoin d'apprendre la vie par moi-même, de me retrouver seul et de vivre comme je veux en fait. Donc du coup, je savais pas parler anglais. Je suis parti en Australie pendant 1 an et demi et ça a été une des plus belles expériences de toute ma vie en fait. Qu'est-ce que ça a changé, justement, pour toi? Ben, ça a changé que, tu sais, de se retrouver seul et de pouvoir faire ce que tu veux en fait. Mm. Tu sais, de pas avoir tes parents autour de toi qui te disent fais ci, fais ça. En fait, de pas suivre le schéma en fait qu'eux ils veulent que tu fasses et de vraiment vraiment d'expérimenter en fait la vie par toi-même. Et en fait, c'était vraiment quelque chose que je devais faire. Et j'ai galéré, c'était une galère complète. Hein. Je suis arrivé à Sydney, je parlais pas un mot d'anglais, je disais oui à tout. Je dis yes, yes. Je me suis Ok. retrouvé sans argent complètement. J'avais fait un crédit, comment on dit ça? Un crédit à la Crédit. consommation. Ouais. J'ai emprunté 10 000 euros alors que j'étais jeune, j'avais aucun rond, rien du tout. Du coup, je me suis trouvé au fond du trou complètement. Faire des boulots à la con en Australie, ramasser des mangues, me regagner un peu d'argent, voyager quelque part d'autre, me retrouver sans rond encore, partir quelque part d'autre, faire la fête et tout ça. Ça a été vraiment, vraiment énorme. Et jusqu'au jour où je suis parti un peu trop en vrille dans le monde de la fête. Mhm. Et j'ai touché un peu des drogues qu'il fallait pas trop toucher. Et je me suis retrouvé un peu en galère. Donc j'ai appelé ma maman. Et ma maman, elle m'a dit, il faut que tu rentres vite en France. Donc du coup, je suis retourné en France fin 2009. Et un peu au fond du trou. Hein. Vraiment, vraiment pas très bien physiquement, pas très bien mentalement, un peu en galère. Et en fait, c'est le vélo qui m'a sorti du trou, en fait. Hein. De quelle manière? D'une manière que déjà, il me manquait quelque chose en Australie. Je pense que si je me suis retrouvé vraiment à faire de la fête comme j'ai fait et à prendre les drogues que j'ai pris, je pense que c'était parce qu'il me manquait cette adrénaline, en fait, et
ce truc qu'on a dans le vélo, hein, que tu touches pas forcément ailleurs. Et en fait, j'ai essayé de trouver ce manque, je pense, en faisant la fête et en faisant des conneries monumentales. L'intensité peut-être de ce qu'on vit sur le vélo, Ben, c'est justement. peut-être ça, ouais. Mmh. C'est peut-être ça. Tu vois, par exemple, on parlait des G, ce fait de Mmh. tu sais, le monde et ce truc, Ah et tu oui. as l'impression que tu es une rockstar et tout ça. En fait, c'est tellement, ça te fait tellement vibrer de l'intérieur que quand tu le touches plus et que tu es jeune, c'était vraiment, ça me manquait vraiment, quoi. Donc, je pense que faire ce que j'ai fait, c'était un moyen d'essayer de le retrouver, mais pas du meilleur moyen Mmh. du tout, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est quand même comparable à d'autres sportifs de haut niveau, Ouais, dans d'autres sports, qui ont cette espèce de blues, oui. qui ont vécu des choses qui étaient tellement intenses, tellement extrêmes que, bah, en fait, finalement, la vie de tous les jours, elle est un peu fade, quoi. Eh ben, c'est sûr, hein. Je le voyais quand je faisais de la compète, à haut niveau en enduro par exemple, et que j'allais sur des courses au Chili ou en Amérique du Sud. Et en fait, quand j'arrive là-bas, j'ai l'impression que pareil, je suis une rockstar un peu. Toujours à l'heure d'aujourd'hui, hein, les gens me viennent, ils me font signer des autographes dans tous les sens et tout. Et quand je rentre à la maison, mais c'est toujours un peu. Tu sais, maintenant, ça me met 1 ou 2 jours, et je le sais maintenant, hein, Mmh. je mets toujours 1 ou 2 jours pour revenir, et ok, je suis de retour dans le monde normal en fait. Mais c'est. Ouais. Non, c'était intense. Donc du coup, retour 2009, de retour à la maison en France. J'ai mis 3 4 semaines pour vraiment me sortir du mode de là où j'étais en fait. Et je me souviens, un matin, je me suis réveillé et je me suis dit, allez, c'est fini les conneries, Johan. Ta vie, elle est ici. Tu vas retrouver des sponsors. Tu vas trouver un travail et c'est reparti. Donc du coup, je me suis créé un petit CV. Et j'ai fait le tour des magasins de Nice. J'ai trouvé du boulot à Spock, un magasin de sport d'occasion à Saint-Laurent-du-Var, juste à côté d'ici d'ailleurs. Et ils m'ont pris direct sur le coup. Donc le lendemain, j'ai commencé. J'avais un boulot à plein temps, CDI, plein temps. Donc c'était nickel. Et j'ai appelé JP Bruni, le père de Loïc Bruni. Et je lui ai dit, JP, je suis en galère. Il me faut un vélo. Est-ce que tu peux m'aider? Et JP, il m'a dit, bah, écoute, Johan, on travaille avec Vario en ce moment. Et je suis sûr qu'il pourrait te prêter un vélo à l'année ou un truc comme ça. Et moi, je te prends dans le club et on te ramène sur les Coupes de France et tout. Et tu es de retour dans la famille. Et en fait, JP m'a pris sous son aile. Vario m'ont filé 2 vélos à la saison. Et c'est reparti. Et là, t'as senti que tu te remettais dans une dynamique qui était beaucoup plus positive? Beaucoup plus saine. Mmh. Du coup, en travaillant dans un magasin de vélo avec des patrons qui faisaient de la route vraiment tous les jours, entre les postes du repas, les postes du midi, en fait, ils allaient rouler. Je me suis acheté un petit vélo de route au début, j'avais jamais fait de route, et je me suis acheté un vélo de route, et en fait, ça m'a plu énormément. Et en fait, je me suis mis à bloc à pédaler, en fait. Comme un Mmh. fou, je me suis mis à pédaler comme un débile. Et à m'entraîner et à avoir vraiment un mode de vie très sain en fait. Mmh. J'ai plus du tout touché à n'importe quelle drogue depuis. Et en fait, le vélo m'a vraiment sorti de ça, quoi. Mmh. Et le fait de retourner sur les Coupes de France, de revoir des potes, et ça a vraiment, j'étais de retour dans la famille en fait. Mmh. C'était génial. Et tu penses après coup que tu avais besoin de vraiment toucher le fond pour te rendre compte de ce que tu avais? Je pense, ouais. Ouais. Je pense. Moi, je suis un mec un peu comme ça en fait. Je pense que des fois, j'ai besoin de faire des expériences pour apprendre de moi-même. Je suis un peu autodidacte en fait. Moi, quand il y a des gens qui me disent, oh, il faudrait que tu fasses ça, en général, je dis, moi, je vais faire comme je veux, même s'ils ont raison, hein. Ouais. Je vais faire comme je veux pour après me rendre compte qu'ils avaient raison. Mais il faut que je l'expérience, hein. Il faut que je l'expérimente. Et du coup, c'est de faire ça, ça m'a vraiment appris que ben il faut pas faire ça. Mmh. Donc retour dans le milieu du vélo et là tu dis back dans la famille, quoi. Back dans la famille, du Mmh. coup je me suis dit ben c'est parti, on refait les Coupes de France, je vais repartir faire des Coupes du Monde de DH et tout ça. Sauf que entre-temps, les budgets dans le monde du vélo ont bien augmenté. Le milieu de la DH s'est vraiment professionnalisé et le niveau est monté d'un coup, ploup, Mmh. en l'espace de 2 ans ou 3 ans. Et du coup, je me suis retrouvé à être un très bon en Coupe du Monde, un des meilleurs en Coupe de France et genre top 20 en Coupe du Monde, à être top 20 en Coupe de France et plus pouvoir passer les qualifs en Coupe du Monde.
Et donc, c'était dur. Mentalement, Mmh. c'était très dur. Le retour dans la famille, oui, Ouais. mais par contre, le retour au haut niveau, très, très dur. Et donc, j'ai galéré quand même, hein. Et donc, c'est monté, tu sais, ça revenait un petit peu et tout ça. Coupe de France, mon niveau, il est revenu assez rapidement. Dans l'espace d'une saison et demie, c'est revenu. Je refaisais des podiums en Coupe de France. Et en Coupe du Monde, 2012, je passe les qualifs à Val d'Isole et je fais 36e ou un truc comme ça, en privé. Donc j'avais, en privé, oui, j'avais mon mécano Olivier Todesco qui était venu avec moi, qui m'avait aidé sur le terrain, il m'aidait pour la saison. Et tout gratuitement, hein, c'était vraiment entre deux potes, on faisait ça comme ça. Et cette année-là, il y avait Lapierre qui m'aidait un petit peu, au travers du club de l'US Cagne. Mmh. Et là, ça a été ma dernière en fait, année en DH, vraiment. Et à la fin de l'année, on était au Roc d'Azur, justement, on parlait avec mon frère, avec Nico Filippi, et on se disait, on faisait un peu des enduros à droite à gauche, ça me plaisait vraiment. Et en fait, on s'est dit, ben, pourquoi pas aller voir, essayer de voir une marque un petit peu et voir si on n'arrivait pas à trouver les mêmes sponsors. Et on se met un peu plus à l'enduro et moi, je laisse tomber la DH. Et en fait, on est allé voir Giant Friends, Fabrice Logier, Mmh. qui nous a, de suite, il a dit, il a vraiment il a aimé l'idée. Et il a voulu nous supporter. Il nous a donné, ça va être rigolo, il nous a donné un cadre à l'année, un vélo complet. Et à moi, il m'a donné 2000 € de budget pour faire toute la saison. Donc 2000 € de budget. Et de là, en fait, donc c'était au Roc d'Azur 2012. Et juste après le Roc d'Azur, donc on a signé le contrat là-bas. Et juste après le Roc d'Azur, une semaine après, il y a l'annonce que les Enduro World Series commencent. Et là, j'ai vu ça et je me suis dit, ben, c'est parfait. C'est parfait. Moi, je vais faire ça et je vais travailler, je vais mettre de l'argent de côté et je vais faire toute la saison des Enduro World Series.